Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Camara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Bonjour à tous, bienvenue sur Kavi Média en cette matinée du vendredi très pluvieuse. Il faut le dire, merci de nous préférer et de rester fidèles à cette émission. Le scanner, dans l'actualité du jour, ramolli ou dirais-je étouffé. L'homme d'affaires et PDG de la société Guinea Games a finalement cédé face aux contraintes. Antonio Soare, à la surprise générale, passe la main à Raoul Aboubakar Demba Soufane, petit-fils de feu Aboubakar Demba Camara du Bembea Jazz National. Une nouvelle qui surgit comme un coup d'éclat. Antonio Soare, qui a jalousement bâti et entretenu pendant 15 ans cette entreprise, peut-il facilement léguer cette ouri chèrement acquise? Selon certaines sources, l'homme d'affaires a émis le souhait de se retirer de cette activité qu'il jugeait être devenue trop stressante, préférant se recentrer sur ses autres activités. Ainsi, la société Guinea Games a été vendue. Incroyable mais vrai. L'occasion fait le larron, nous souligne un proverbe africain, mais le contraire ne s'est-il pas produit dans ce cas précis? Belle question, certes, mais si l'on doit rappeler son bras de fer avec les nouvelles autorités, est-il important de raviver cet autre proverbe africain qui dit que la langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche? Analyse et commentaires à suivre dans cette émission Le Scanner. Et puis, l'artiste et activiste Gani Alpha suspend sa participation au Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Il en a fait l'annonce sur sa page Facebook mercredi. Dans cette vidéo de plus de 6 minutes, le rappeur affirme que personne ne doit coller ses actes à un quelconque mouvement, donc assumer directement ses propos. Le concepteur de Nyankidi, en exil depuis plusieurs mois, dit avoir pris cette décision au nom de sa responsabilité. Pour lui, les interprétations doivent changer et cesser. Lui qui était récemment en clash avec le reggaeman Takana Zion a aussi rappelé qu'il ne faut pas assouvir son désir sur le dos de la paix. Gani Alpha, en tout cas, veut-il définitivement s'éloigner de la politique? Nous lançons le débat dans cette émission dans un instant, ici dans cette émission. Nous sommes vendredi et nous parlerons forcément de développement avec notre invité du jour. Entreprendre en Afrique est synonyme de lutte acharnée, relevant d'un parcours du combattant entre environnement des affaires peu favorable, formalités administratives lourdes, contexte politique difficile, le poids de la culture et de la société. Il faut donc s'armer de courage et de bravoure pour sortir la tête de l'eau. Selon les données de la division de la population du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, 60% de la population africaine avait moins de 25 ans en 2020. Une population jeune en proie au chômage migre faiblement vers l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui favorise cet état de fait? Quelles sont les difficultés rencontrées par les entrepreneurs, notamment dans l'obtention de prêts au niveau des banques? Voilà entre autres questions auxquelles répondra notre invité. Il est acteur de la société civile et PDG du groupe Amafo Guinée. Amadou Kourouma sera avec nous dans la dernière partie de cette émission, Le Scanner. Voilà pour vous le menu tout à l'heure. On développe sur ce plateau. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Camara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média.
Vous nous écoutez sur la 89.5 en bande FM. Vous êtes sur Kavi FM. Vous nous regardez via nos différentes plateformes, via Kavi TV, Kavi Média, sur siaminfo.com. Vous nous suivez sur Facebook. C'est Flash Guinée, groupe Kavi Média. Merci une fois encore de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Les débatteurs avec moi, autour de moi, Akila Ali Badara. Bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, je vais dire réjoui d'une certaine nouvelle, mais on va en venir tout à l'heure. Parlant du cas de Diani Alpha. Yaya Diallo, l'enquêteur en chef de cette émission, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à tout le personnel de Kavi Media. Très bien habillé, dans l'esprit du CNRD. Bazembara, enfin, il faut le dire. Laisse-moi placer ceci. Vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Hier, j'étais avec certains auditeurs de Kavi qui étaient avec nous, disons, du côté d'Évasion, qui me parlaient un peu de vous. Je confirme que Abdallah est un journaliste accompli. Ah bon? Oui. Je suis flatté ce matin alors. Mais oui, c'est ce qui se dit. Je ne peux pas le faire à titre, je vais pas le faire comme on a l'habitude de le faire ici. C'est-à-dire à titre posthume, après que vous ne soyez plus de ce monde qu'on essaie d'agencer un certain nombre de superlatifs qui, à mon avis, qui n'en auront pas leur place. Donc c'est pour vous dire, animateur averti que vous êtes, présentateur vedette, disons modérateur hors pair, c'est ce qu'il faut dire, et tout cela est, disons, sanctionné par une expérience qui ne dit pas son nom. Donc je pense que c'est le lieu de le dire. Vous êtes un journaliste accompli, n'est pas un journaliste accompli qui le veut. On peut être journaliste, un bon journaliste dans un domaine donné, mais cumuler toutes ces professions, toutes ces fonctions, animateur, présentateur, reporter, en même temps aussi modérateur, c'est pas donné à n'importe qui, et c'est le lieu pour nous de te féliciter et de s'incliner devant ce talent. C'est pas donné à n'importe qui, n'en déplaise aux détracteurs. Hein. Ça manque de Zouzoubela et de guitare pour faire le débat. Je suis flatté. Merci à ces auditeurs, hein, il faut le dire. Hein. Chaque jour, on reçoit des appels d'auditeurs anonymes, de téléspectateurs qui nous suivent et à Conakry, de téléspectateurs qui nous suivent hors des frontières guinéennes. Une fois encore, c'est le moment pour moi de renouveler ce merci. Hein, ce merci que je ne cesse de vous accorder chaque jour quand d'autres parviennent à avoir mon contact pour me demander. Nous suivons cette émission. Merci. Restez en compagnie en tout cas des programmes du groupe Kavi Média parce que c'est un média du développement. On parle de ce premier sujet. Antonio Souaré cède finalement face aux pressions. Moi j'appelle ça comme ça, Yaya Diallo, une nouvelle qui nous est tombée sur la tête parce qu'on ne s'y attendait pas. Contre toute attente, Antonio finalement laisse son gros bébé. Guinea Games. Ouais, oui, c'est quand même assez triste pour lui. Vous savez, ce long feuilleton entre Antonio et l'État ne date pas d'aujourd'hui. C'est surtout au soir du règne d'Alpha. Il était dans ses pétrins, il faut le rappeler. On s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre, et c'est ce qui constitue d'ailleurs la spécificité, la caractéristique de notre société. Il y avait des gens qui étaient à côté et qui segmentaient cette situation, qui poussaient Alpha à ce que Antonio Souaré, qu'on lui retire, disons, cette société, parce qu'on le colérait cette intention, disons, de caresser ou d'avoir des ambitions présidentielles, comme si c'était un crime en tant que Guinéen. Hein. Je m'érige pas en défenseur d'Antonio, mais je demeure le journaliste républicain que j'étais toujours. C'est un dossier que j'ai suivi nous le avec constatons, attention. puisque tu portes du barras ce matin. Hein? Je ne sais pas si tu étais en conseil des ministres. C'est pas la première fois, Abdallah. J'en ai assez, comme tu en as d'ailleurs. Voilà, on n'aime pas toujours nous, on ne dit rien. On laisse les choses s'exprimer d'elles-mêmes. Donc, ceci dit, on s'était rendu compte qu'il y avait une bande de cadres guinéens qui ont constitué un bloc contre Antonio Souaré. Je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais ils se reconnaissent. Il y a certains même aujourd'hui qui sont au niveau de la maison centrale, qui à un certain niveau, qui voyaient en Antonio comme étant un obstacle pour assouvir leurs ambitions égoïstes et personnelles. Alors, ils ont décidé de mettre les bateaux dans ces roues. Donc, à mon avis, cette mésaventure a commencé il y a longtemps. Maintenant, c'est une suite logique et on s'était quand même très étonné de voir que
que cette situation douloureuse puisse continuer, puisse lui poursuivre avec, disons, sous le CNRD. Avec l'arrivée du CNRD. Avec l'arrivée du CNRD, on pensait qu'il allait être rétabli dans ses fonctions, ou tout au moins qu'on nous dise exactement qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là. Parce qu'on a appris assez de choses. Hein. C'est pour l'État, c'est pour Antonio Soare, et qu'il ne s'acquittait pas, disons, de toute... Les 18% hein, devant être, en tout cas, remis du côté de l'État. Les 18% de l'État n'étaient pas complètement versés selon certaines informations. Donc, ça sous-entend qu'il ne respectait pas ce cahier de charge, cet engagement à la base. Donc, ce qui lui a valu toute cette situation, disons, inacceptable. Donc, mais à mon avis, c'était ça quand même. C'était cette preuve-là qu'on cherchait, à mon avis, c'est sur lui, pour qu'on essaie encore une fois le clouer au pilori. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est naturellement, disons, inhérente à notre société. On ne veut pas voir des gens entreprendre dans notre pays. Tu estimes que cet acte est pitoyable, hein? Non, mais c'est une fin triste. Non, mais c'est fondamentalement... C'est une fin triste, un long feuilleton. C'est fondamentalement triste parce que, disons, au-delà qu'Antonio ne soit affaibli, mais c'est quelqu'un qui est absolument abattu aujourd'hui. Certainement, les oiseaux des mauvais augures ont eu raison sur lui. Et parce que du côté du palais Mohamed V, hein, toujours c'est les mêmes individus qui taraudent autour du colonel, qui disent des mauvaises choses. Et c'est comme cela. Et c'est comme cela même dans les entreprises, vous le savez mieux que quiconque. Oui, c'est la même chose, c'est la même réalité. On ne veut pas la tête d'Abdallah, on va raconter n'importe quoi, donc derrière lui, devant un responsable, le PDG ou le DG, parce que. C'est ce qui est arrivé à Antonio, certainement. On raconte des ragots sans fondement, parce qu'on n'aime pas sa tête. Et c'est comme ça que nous fonctionnons dans cette société. Et donc, je pense que Antonio Soare, c'est quelqu'un qui a fait assez pour, disons, les Guinéens, pour notamment la couche juvénile. Vous avez vu très bien, depuis qu'Antonio, disons, ils ont voulu l'agenouer, disons, économiquement, vous avez vu comment cette pauvreté a pu s'emparer d'une catégorie de Guinéens, parce que, disons, à côté, il était là. Guinée Games était une société guinéenne qui emploie des Guinéens. Il épaulait beaucoup de gens. Et donc, d'ici là, et notamment, point de vue sponsor, il était devenu un grenier. Guinée Games était là et qui apportait beaucoup de soutien à des artistes. Donc, vouloir tous la partir, je ne suis pas en train de dire qu'elle est indispensable, mais la manière, moi, je m'inscris contre cette manière-là. Je pense que certainement, d'une manière ou d'une autre, Antonio Soare saura se rétablir. Ouais. Et je pense que c'est relevé. Et je pense que c'est une bonne personne. Et Dieu ne laisse pas les bonnes personnes tomber. Oui, Raoul Aboubakar Demba Soufane, moins connu du public guinéen, aujourd'hui PDG de Guinée Games, Akila Ali Badara. C'est une chance pour Antonio Soare. C'est Dieu qui a répondu aux prières d'Antonio Soare. C'est-à-dire Guinée Games n'a pas été vendu, les gens n'ont pas compris. Oui. Akila. Je le dis en connaissance de cause. Bien. Jusqu'à 3h du matin, je parlais avec les gros bonnets de Mamadou Antonio Soare. Agibou, qui était d'alors le patron, il y avait des Blancs en Guinée qui travaillaient avec la société Guinée Games, qui n'avaient d'ailleurs pas aimé cette façon de travailler avec ce monsieur. Finalement, Antonio Soare, qui a jugé nécessaire de mettre balle à terre et de faire en sorte que les Blancs là ne quittent pas le pays, a accepté de répondre à cette invitation selon mes informations, parce que celui qui m'a informé est un journaliste très proche. Oui, une source sûre. Une source très sûre de Mamadou Antonio Soare. Il a jugé nécessaire donc de laisser la gestion de Guinée Games en confiant sa gestion, permettez-moi la tautologie, à Soufane. Ouais. C'est pour vous dire une fois de plus que Guinée Games n'a pas été vendu. Antonio s'est retiré de la gestion pour s'occuper de d'autres affaires. Plus loin, j'ai indagué là-dessus, j'ai compris qu'il y avait une autre politique. Ouais. Parce que jusque-là, c'est quelqu'un
qui n'a pas aimé cette façon de voir le football guinéen. Antonio qui décide, une fois de plus encore, de se relever de son lit pour qu'au moins le football guinéen puisse avancer. On nous parle de sa future candidature à la tête de la Fédération guinéenne de football. Exactement. Ce qui va être encore un nouveau fiasco. Exactement. Ça va faire couler assez d'encre et de salive dans ce pays. Exactement. Ouais. Donc ce journaliste m'a confirmé que Guinée Games n'a pas été vendu. Guinée Games appartient toujours au patron, qui est Antonio Souaré. Donc c'est un jeu. Voilà, mais pour ne pas qu'il se mêle de la gestion, il a décidé de retirer d'abord Agibou qui n'était pas d'accord avec ces Blancs. Parce que ces Blancs qui aussi investissaient, alors, ces étrangers qui investissaient ont décidé de rentrer. Okay. Donc, vu cela, et eux, ils ont dénoncé le comportement de certains employés par Antonio. Ouais. Pour ne pas qu'il perd aussi ces étrangers, il a accepté de laver sa maison. Qui est d'abord la société Guinée Games. Donc, de nettoyer devant sa maison. Il a très bien nettoyé. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, il a décidé de confier la gestion à Sofane, qui est Demba. Donc, que les gens sachent, une fois de plus, parce qu'il y a de l'extrapolation qui ne dit pas son nom. Non, mais attention, moi je l'ai dit même dans mon introduction tout à l'heure. Est-ce qu'Antonio Souaré peut laisser cette ouarie? C'est-à-dire, c'est son héritage. Je connais ce lien qui existe entre cet homme d'affaires et cette société. Guinée Games, c'est comme un gros bébé pour Mamadou Antonio Souaré. Je sais de quoi je parle. Honnêtement, c'est un gros bébé pour lui. Ça n'a pas été vendu. Ça n'a pas été vendu. En attendant d'avoir toutes les informations. De façon officielle, voilà. On dit pour le moment que ça a été vendu. Voilà. De façon officielle. Mais moi, Akila, je suis très d'accord. Avec les gros bonnets de Mamadou Antonio, parce que c'est quelqu'un, je n'ai pas l'habitude de me mêler dans ces affaires. Ouais, vous vous rappelez, ça, je le sais. Voilà, vous vous rappelez lors du combat entre l'actuel ministre Ousmane Gawal et Aboubakar Gallo, quand on avait annoncé, on avait parlé de ça, vous avez vu les répliques. Et vous avez vu la deuxième fois quand ces comptes ont été zélés ici par le pouvoir. Quand on en parlait, moi le journaliste Latif, vous avez vu son fils, comment ils se sont empris à nous. C'est pourquoi je n'aime pas trop parler. Donc, mais de la retenue. Voilà, par rapport le conseil que j'aimerais donner à Antonio Souaré. Antonio Souaré, il a connu et compris le rôle du Guinéen. C'est-à-dire? Voilà. La leçon qu'il a apprise sur le Guinéen, si lui, ce qu'il a vu sur le Guinéen, s'il ne prend pas, il n'accepte pas d'étudier cette leçon, c'est qu'Antonio Souaré, ça va être chaud pour lui. Ça va être chaud pour lui. Okay. Vous vous rappelez de son anniversaire, il n'y a eu que 2 personnes qui ont parlé d'Antonio Souaré. On va pas parler de débat de personnes. Je ne parle pas de débat de personnes. On va éviter les débats de personnes. Parce que quand on parle de la relance de Guinée Games, ces mêmes personnes qui hier étaient avec lui vont venir. Et vous avez vu, quand Antonio Souaré, ils ont affaissé presque toute sa société, ça a impacté, ça a joué sur son club qui est le Roréa. Ça a même joué sur son média qui est aujourd'hui 6 médias. Vous voyez un peu cela. C'est pour vous dire encore une fois de plus qu'il a compris et il a connu le Guinéen. Il sait ce que c'est que le Guinéen. Bien. Il doit prendre beaucoup de leçons. Il doit encore apprendre avant de se lancer dans ses projets. Oui, il y a une nouvelle ambition, nouvelle figure pour de nouvelles ambitions. Guinée Games renaît de ses cendres. Là, il faut le dire. Il faut sortir du carcan où nous attribuons tout à Antonio Souaré. Pour placer, il y a un conseil d'administration qu'on est en train de mettre en place. Le jour qu'ils vont mettre ce conseil d'administration au niveau de la loterie qui est chargé des régulations, je vous promets que Guinée Games va revenir. Oui, à Guinée Games qui doit revenir. Et Guinée Games renaît de ses cendres, Yaya, je le disais. Nouvelle figure, nouvelle ambition, nouvelle figure, des objectifs à long terme. Oui, je pense que ça serait très difficile pour ce nouveau désigné à la tête de Guinée Games. Je ne connais pas son background. Ce nouveau président, président, directeur général. Je ne connais pas son background, je ne connais pas son parcours, mais je pense que ça serait encore très difficile avant que tout cela ne soit clair, c'est-à-dire que ses acquaintances avec Antonio Souaré, toujours est-il que nous le savons très bien qu'il y a fondamentalement des gens qui veulent
que cela lui soit complètement retiré. Ce n'est secret pour personne. Et il le sait mieux que quiconque. Aussi, vous voyez, depuis plus de 2 ans, il a préféré, disons, se taire sur un certain nombre de choses. Antonio Souaré, aujourd'hui, il est en train de jouer, disons, très intelligemment parce qu'il est, disons, il est cité partout dans tous les couloirs du palais comme étant quelqu'un qui serait derrière beaucoup d'adversaires du CNRD, puisque déjà le CNRD a créé des adversaires imaginaires, virtuels ici et là. Donc, ce qui lui a valu toute cette, toute cette situation aujourd'hui malheureuse qui trame autour de lui. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'on verra très bien ce qui va se passer sur cette question. Attendons de voir, le wait and see. Lui-même, je pense qu'à travers son entourage, lui-même, il était au courant même sous, je l'ai dit, même sous ces régimes-là, ceux qui sont en train, des gens qu'il avait aidé, disons, qui sont en train aujourd'hui de le plier au pilori et de le vouer aux gémonies. Donc, c'est une pratique guinéenne. On verra très bien ce qui va se passer. Ce n'est pas sa première fois. Quand ils l'ont chauffé aussi sur le cas des clubs, il a laissé le club, il a confié le club à son fils qui est devenu le PDG. Donc attendons de voir la suite de l'aventure de Guinée Games, cette société de loterie guinéenne quand même qui emploie beaucoup de Guinéens. C'est qu'il faut quand même sauvegarder ces emplois pour éviter en tout cas un taux de chômage encore plus élevé. Tout à l'heure, nous parlons de politique avec ce retrait, cette suspension d'activité de Gianni Alpha au sein du Front National pour la défense de la Constitution. C'est tout à l'heure dans cette émission, Le Scanner. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Media. Après son clash très houleux face à Takana Zion, suite à ce concert de paix prévu le 5 septembre 2023, à l'occasion de l'an 2 du CNRD au pouvoir, Gianni Alpha sort du gouffre. Gianni Alpha décide de suspendre sa participation aux activités du Front National pour la défense de la Constitution, cette même entité qui prévoit une marche pacifique le 5 septembre, j'y arrive, 2023, deux événements qui se coïncident. Gianni Alpha se retire, suspend d'abord ses activités. Puisque je ne veux pas parler de retrait, mais je vais me pencher sur la suspension de ses activités au sein du Front National pour la défense de la Constitution et toute autre entité, en tout cas à caractère de société civile. Gianni Alpha, qui est un imprudent, et Akilali Badara me le disait tout à l'heure en off. Aujourd'hui, est-ce que tu apprécies vraiment cette décision? Gianni Alpha qui change un retournement de veste à la dernière minute, à quelques jours même de cette marche pacifique appelée par le FNDC. Face à un peuple désemparé, face à un peuple qui rime dans la lâcheté. Non, mais je ne vais pas te le permettre. Non, vous allez comprendre. Je ne peux pas te permettre. Non. D'accord. Le peuple ne peut pas rimer dans la lâcheté. D'accord. Non, là, je ne vais pas te permettre. Un peuple. On est sur un média du développement. Un peuple qui se livre au slogan Itanambe, un peuple qui rime dans assez Qu'est-ce que de choses. Le peuple a à voir dans ça? Non, mais qu'est-ce que le peuple a à voir dans une décision de Gianni Alpha? Non, mais on va aller droit au but. Vous savez, quand je veux parler de Gianni Alpha, il faut que je parle de ce peuple. Non, mais Gianni Alpha n'est pas président de la République. Je ne parle pas parce que Gianni Alpha est un président. Allez-y. Je parle parce que Gianni Alpha a décidé d'accompagner un peuple qui ne méritait pas cet accompagnement. Quand vous prenez l'ensemble des forces vives de Guinée, en parlant de Gianni Alpha qui a pris une décision salutaire, qui s'est responsabilisé, qui a compris qu'en Guinée, il faut défendre une politique qui pourrait être favorable en soi,
C'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on prend le FNDC. Les autres qui se battaient, qui étaient dans cette optique de faire en sorte qu'il y ait une certaine démocratie salutaire en Guinée. Vous prenez Gani Alpha, qui était écarté de tout. Il a fait la prison. Le peuple y était. Quand vous partez dans les marchés, d'aucuns disent non, c'est des gens, c'est des bons à rien. Ils se battent, ils vont souffrir en prison. Les personnes qui se battent pour vous, qui veulent qu'il y ait une certaine liberté dans ce pays, qui veulent qu'il y ait une installation parfaite de la démocratie, qui veulent que la religion démocratique soit aussi vue et connue aux yeux de tous à l'international. Mais quand vous prenez ces personnes, vous leur traitez de tous les noms d'oiseaux, je crois que la décision de Diani, elle est salutaire. Elle doit se retirer complètement. C'est une décision. S'il a décidé de se retirer de tout, il suspend d'abord. Non, ça suspend. On sait, quand on parle de suspension. Il faut éviter. D'accord, sa suspension. On va parler de suspension. Sa suspension. Son retrait. Sa suspension au sein du FNDC, moi je la trouve salutaire. Gani est un artiste. Gani est un artiste écouté. Vous avez vu, les Tiquins, les Alpha Blondie, c'est des gens qui n'appartiennent pas à des entités. C'est un leader d'opinion. C'est des leaders d'opinion. Ouais. Si Gani a accepté de se retirer d'un tel combat, est-ce que Gani, parce que derrière aussi, n'oubliez pas, aujourd'hui Gani c'est un exilé politique. Il est hors du pays. Est-ce que derrière cette décision, Gani ne veut pas rentrer au pays? Est-ce qu'il n'est pas coopté par le palais Mohamed? Il faut aussi dire ça. Point d'interrogation, parce que quand j'ai suivi de près la réaction de Gani, j'ai pensé à Ongaï 2020. Ouais. Ça n'a pas marché. Oui. De quand se sont retirés. D'autres, par menace de se retrouver en prison, se sont retirés. Et aujourd'hui, Gani, qui a décidé d'accompagner le FNDC, a décidé de suspendre toutes ces activités au sein de cette entité. Posez-vous la question. Ouais. Posez-vous la question. Mais là, il y a des questions à se poser. Parce que est-ce qu'il n'est pas coopté par le palais Mohamed V? Certains journalistes, certains confrères me l'apprenaient hier. Il a été appelé, on veut l'accorder un retour chez lui. Il y a des sommes qui sont proposées. Non. Je prends ça avec des pincettes en attendant. Parce que je n'ai pas de preuves. Et quand je n'ai pas de preuves, je n'aime pas m'y aventurer. Yaya Diallo, je sais que vous êtes enquêteur en chef de cette émission. Vous allez vous y intéresser. Mais en attendant, parlons de cette suspension, cette décision très osée de Gani Alpha. Aujourd'hui, à un moment où les forces vives sont en train de mener un combat sans merci contre le CNRD pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'on peut dire que Gani est en train de trahir sa conviction, celle de défendre le peuple? Je ne saurais le dire. C'est tout simplement que Gani traversait une période assez difficile. Il ne cessait d'ailleurs de le rappeler à travers ses sorties. Il savait qu'il avait laissé une société, une maison de production, si je ne me trompe pas. G4Life Music. Donc, qui a été complètement ruiné par ces nouvelles autorités et mise à lambeaux. Donc, il ne cessait de rappeler de cela parce que c'était quand même une entreprise à lui qui employait plus d'une centaine de jeunes. Et je pense qu'il ne cessait de rappeler cette mésaventure et d'interpeller encore une fois la conscience collective, notamment les nouvelles autorités les nouvelles autorités de Guinée. De Guinée, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya, en disant s'ils pensent lui faire du mal, parallèlement, ils font du mal à plusieurs Guinéens parce que Gani, personnellement, ne souffrira pas, mais ces jeunes qui sont en Guinée ici et qui vivaient de ça vont continuer à souffrir. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le FNDC lui-même. Le FNDC, pour qui connaît comment cette entité fonctionne, parce qu'au début, en 2019, quand on mettait en place le FNDC, c'était une structure quand même dont beaucoup de Guinéens ont épousé, disons, leur démarche. Beaucoup, de part et d'autre. Ce n'est pas parce qu'il est artiste qu'il ne devrait pas, disons, y participer. On a vu des universitaires qui ont pris part, des artistes... Mais attention, c'est un leader d'opinion. Il a été écouté au-delà du FNDC. Laissez-moi aller. Mais c'est tout récemment que Gani est officiellement membre du FNDC. C'est ce que j'ai dit. Au début, il y avait une branche d'artistes, si
si vous me permettez, il y avait un groupe d'artistes engagés qui ont, qui ont voulu accompagner le FNDC au début. Ça c'était en 2019-2020. Ouais. Donc tout récemment, après que Alpha ne soit plus au pouvoir, ils ont décidé de réaménager un certain nombre de choses. Abdourahmane Sano, qui était le coordinateur, n'est plus. Fonike Mengue, c'est le nouveau coordinateur. Ouais. Il y a eu des réaménagements. Diani est devenu le responsable de la citoyenneté au niveau des FNDC. À mon avis, c'est mon analyse à moi, il s'était rendu compte qu'il s'est retrouvé dans une marée assez profonde dont il ne maîtrisait absolument rien. Peut-être il se réveille pour dire qu'il pouvait mieux faire ailleurs qu'en étant dans le FNDC. Et à mon avis, c'est ce qui expliquerait, disons, cette suspension. Il s'est retrouvé dans un sac à problème. Dans cette situation. Parce que ces gens, c'est ce qui composent aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour les gens, pour certains d'entre eux, mais ceux qui composent aujourd'hui le FNDC, c'est pas des saints, c'est des gens, on connaît très bien leur passé. Le FNDC, beaucoup de gens s'abstiennent de critiquer cette entité, mais il faut qu'on le fasse. C'est important pour la vitalité de la démocratie, c'est important pour équilibrer le débat dans notre pays. Le FNDC n'est pas exempt de tout reproche dans notre pays. On sait très bien qui c'est qui se trame dedans. Et c'est la seule entité qui, jusqu'à maintenant, là où je vous parle ici, il y a eu des cotisations de part et d'autre. Il y a eu des citoyens. Il y a eu effectivement. Il y a des ONG qui viennent en appui. Mais on ne sait pas où vont ces fonds. Au-delà de ces ONG, il y a de ces Guinéens. Il y avait des SOS qui ont été lancés. Il y avait Dijon, il y avait une équipe qui était chargée de récolter les fonds. Mais jamais on n'a vu un trésorier au niveau des FNDC. Jamais on a vu un compte, disons, bancaire qui a été ouvert au nom du FNDC. Si vous voulez, c'est un peu si dans un milieu de gang où chacun, tout ce qui tombe dans la main de chacun, il met dans sa poche et sans pour autant rendre compte aux autres. Des individus comme ça réunis peuvent dire qu'ils peuvent mener un combat au nom du peuple et que ce combat l'aboutit. Je ne suis pas en train de charcuter, disons, cet élan. C'est un état d'esprit. Tous ceux qui s'y retrouvent peuvent dire qu'ils sont du FNDC. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tout dire de Fonike, mais Fonike, quand même, c'est un exemple d'abnégation, du courage et de dynamisme. Donc, Fonike va au-delà de nos frontières. C'est quelqu'un qui inspire aujourd'hui confiance jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Parce que l'humain est ondoyant, on est versatile, à tout moment tout peut changer. Donc sur cette question, je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse, de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Puisque nous sommes dans une situation, dans une société émotive, une société à peu près, excusez-moi, irrationnelle. On ne cherche pas à avoir tous les éléments qu'il faut pour juger les tenants et les aboutissants d'une situation. Sous Alpha, et c'est ce qui nous a valu cette situation, quand Alpha a été, disons, déchu, et quand il a été déposé par, disons, les forces spéciales, les gens sont sortis ici parce que, ayant une haine contre Alpha, de tout ce qu'il a fait subir au Guinée, il faut le rappeler, ouais, sans pour autant, disons, mesurer un peu la circonstance et l'opportunité de ce coup d'État, ils se sont mis à errer à travers, disons, la ville de Conakry, à applaudir sans pour autant connaître la profondeur de ce coup d'État-là, et vouloir, disons, manifester leur colère, leur haine à l'endroit d'Alpha, et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les mêmes individus utilisent cette émotion négative, sociétale, parce que c'est inhérente à notre société. Nous sommes une société qui refuse de réfléchir sur un certain nombre de choses, y compris même l'élite guinéenne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on marche sur cette fibre, disons, émotive pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, à mon avis, au niveau des FNDC, il faut qu'on essaie de créer là-dedans. C'est pas une association de saints. Ouais. C'est vrai qu'il y a à l'interne de jeunes gens qui veulent qu'il y ait un changement dans notre pays, qui ont fait don de soi, on le sait très bien dans ce pays-là, mais il y a encore là-dedans des dealers, des gens qui ne profitent que... Enfin, c'est des businessmen de la crise, c'est des gens qui ne veulent jamais qu'il y ait la paix dans notre pays parce qu'ils vivent de ça, ils amassent de milliards dans cette situation ici. C'est pourquoi à tout bout de champ, je sais ce qui se passe à l'intérieur, à tout bout de champ, ils veulent qu'il y ait de manifestations
Parce que c'est à travers ça qu'ils peuvent, disons, si vous me permettez, s'enrichir et commander ici et là de l'argent. Oui. Il faut que cela cesse Oui, au nom du peuple. Il parle des non-dits dans cette affaire. Hein. Du retrait de Gianni Alpha, il y a quand même de l'argent qui rentre au sein du FNDC. Une somme qui n'a jamais été déclarée. Est-ce qu'aujourd'hui, Gianni a refusé de tout dire? Est-ce que Gianni nous cache quand même des choses? Gianni Alpha, que je connais pertinemment, Gianni Alpha ne va jamais nous dire qu'il y a un problème d'argent. Et je sais, si pas forcément d'ordre financier. Pas parce qu'il s'est décidé de suspendre toutes ses activités au sein du FNDC qu'on va parler d'argent. Gianni Alpha, que je connais, ne va même pas accepter de négocier avec le CNRD pour qu'il rentre dans le pays. Cet homme, il a ce background. Mais parlant du FNDC, je crois que le temps sera le meilleur juge face à cette question. Pas assez le temps sera le meilleur juge face à ce que tu viens de dire. Le fond du FNDC. Je connais Gianni. Ben, on le verra bien. Voilà. Ben, on le verra Avant bien, d'être d'abord dans le FNDC, Gianni a toujours critiqué le régime d'Alpha. Gianni s'est toujours opposé à la dictature. Mais pas avec la même Gianni vigueur. a toujours critiqué. Pas avec la même vigueur sous le CNRD. Gianni a toujours critiqué des tubes comme Yankidi et autres. Il a toujours critiqué les exactions sur l'axe. Gianni reste... Non, je finis. Oui, allez-y, on va pas pour les amis. Je rectifie le grand Abdallah. J'ai dit, c'est pas Nikidine, c'est Nyakidine. Ça veut dire que les abeilles. C'est qui dit Nyakidine. Voilà. Donc tout ça renu. Mais vous êtes un partipel. Tout ça renu prouve l'importance du FNDC. Peut-être, s'il parle des non-dits, moi je comprends. Mais ces personnes qui entourent le FNDC, qui sont à la tête du FNDC, s'il y a des gens plus crédibles, plus honnêtes, sur qui au moins je peux pointer du doigt, je veux pointer du doigt à Sékou Koundouno, Ibrahima Diallo, Sékou Koundouno, Ibrahima Diallo. Non, j'ai fini. Je finis, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans un débat de personne. Oui. Mais là, je vais citer Fonike Mangué. Je suis dans le FNDC. Mais là, j'étouffe. Hein. Quand tu as cité un nom, étouffé. Mourez. J'ai été... Ça me fait gémir. Mais mourez. Ouais, je suis en train de mais mourez. Je dis moi, j'ai pas dit Yaya. Allez-y. Si vous prenez le combat de ces personnes au sein du FNDC, mais qui peut accuser Sékou Koundouno de quoi? C'est des gens qui ont refusé les postes pour sauver le peuple. Qui a refusé un poste? Sékou Koundouno l'a fait. Oh là là. Fonike Mangué l'a fait. Mais ce n'est pas des gens misérables. Non mais, sérieux, vous ne pouvez pas tout peindre en noir. Je n'ai pas peint en noir. S'il y a je dis encore, s'il y a des gens plus crédibles qui méritent des postes dans ce pays, des postes de responsabilité, je vais les confier à ces trois personnes. Bien. Je peux ouvrir une brèche. Il parle. Je peux ouvrir cette brèche. Allez-y. Le fait de ne pas avoir le CNT, la tête du CNT, tu as vu ce qui s'est passé après? Rien de mal ne s'est passé. Non, tu as vu ce qui s'est passé. Rien de mal. C'est parce que c'était prévu. Pour quelqu'un qui ne veut pas de poste, n'allait pas demander. C'était prévu. Le colonel l'avait accepté au début. Oui. C'est les gens qui ont dit au colonel, si tu acceptes que Fonike Mangué soit à la tête du CNT, d'autres projets ne vont pas passer. Bon Dieu. Par après, le colonel, il a changé de style. Il a changé de stratégie. Et je vous dis encore une fois, le colonel, après la sortie de Fonike Mangué en prison, parlait toujours avec Fonike. Et Fonike a toujours... Si Fonike voulait avoir un poste en ce moment, il allait lâcher le peuple. Mais quel poste? Il allait lâcher Il a voulu prendre la tête du CNT pour ne pas que des projets aussi suicidaires passent. C'est un mangeoire, le CNT. Quand on parle de trésorerie, peut-être qu'il n'a pas fouillé. Bien. Il y a une trésorerie au sein du FNDC, connu de tous. Je ne vais pas vous dire cela. Menez vos enquêtes, vous êtes un journaliste. Bien. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quand on parle de l'argent ou bien de quoi, bon sang de bonjour, il faut quand même saluer le combat de ces personnes. C'est grâce à elle que Alpha Condé n'a pas su briguer, s'il faut, la magistrature. Parce que j'ai fini. Quand il l'a fait, j'ai fini, s'il vous plaît. Alpha Condé a été réélu. Souffrez de m'écouter. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes venus avec vos armes contre le FNDC. Jamais. Je finis. Jamais. Quand Alpha a brigué son troisième mandat, il a fallu encore que le même FNDC manifeste. Ils ont tout fait pour au moins clouer à pilori ces personnes.
le CNRD, Mamadi Doumbouya, à travers Mamadi Doumbouya, a pris le pouvoir. Vous avez vu quand il a pris le pouvoir, parce que Yaya parle de haine, ce n'est pas une haine. Le peuple était en prison, le peuple était embastillé, le peuple n'avait plus d'espoir, parce qu'Alpha Condé nous avait tous mis en prison. Ouais. Avec le coronavirus. D'autres n'étaient pas en prison. Mais c'était une prison interne. Oui, en une minute. Donc aujourd'hui, qu'on accepte de reconnaître la bravoure, la force. Le FNDC, c'est l'incarnation de la bravoure dans ce pays. Yeah, c'est compris. Oui, il y a en quelques secondes. Oui, deux mots comme Amil. Moi, je connais tous ces individus qui composent le FNDC 4 ans avant qu'on ait mis en place ce qu'on appelle le FNDC. Foni Kemenge, c'est un grand frère avec qui on était, disons, dans pas mal de choses en tant que frère. Moi, je les connais, il n'avait même pas, disons, une moto. Hein. Donc, je connais très bien ce gens-là. Sekou Kounduno qui était dans Balai Citoyen, moi je les connais dès ses premiers pas quand il taraudait autour de Dansa Kourma. Ce qui fait que jusqu'à maintenant là, il ne dit aucun mot mal de Dansa. Donc les peut-être que tu n'as pas suivi cette il a attaqué Dansa. On va s'écouter. Peut-être que tu n'as pas suivi. Ibrahim Diallo qui était en tant que responsable à l'époque de cette structure de la société civile qui dirigeait, disons, Abdraman Sano, c'est des gens, moi, que j'ai connus, ils n'étaient même pas dans ce... Donc, je les connais très bien. Vous comprenez un peu? Pour ne pas qu'on escamote nos propos, j'ai dit, il y a là-dedans des jeunes gens qui veulent très bien vers les choses, sortir la Guinée dans cette situation. Je vais parler de dynamisme. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais il y a dedans des corrompus jusqu'au trognon. Rien ne les différencie de ce qu'ils dénoncent. Et cela reste demeure. Oui, voilà. C'est ça aussi le débat dans cette émission, le scanner. Tout à l'heure, nous fermons portes et fenêtres de la politique pour ouvrir le débat du développement avec notre invité du jour, Amadou Kourouma. Il est acteur de la société civile, PDG du groupe Amafo Guinée. Tout à l'heure, il sera dans ce studio pour nous parler des difficultés rencontrées par les entrepreneurs ici en République de Guinée. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Merci d'être sur Kavi Média, le média du développement. Nous parlons tout à l'heure développement, comme je vous le disais, entreprendre en Afrique est synonyme de lutte acharnée, relevant d'un parcours du combattant, entre environnement des affaires peu favorables, formalités administratives lourdes, contexte politique difficile, le poids de la culture et de la société. Il faut donc s'armer de courage et de bravoure pour sortir sa tête de l'eau. 60% de la population africaine avait moins de 25 ans en 2020. Une population jeune en proie au chômage migre faiblement vers l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui favorise cet état de fait? Quelles sont les difficultés rencontrées par les entrepreneurs, notamment dans l'obtention de prêts au niveau des banques? Notre invité est déjà installé dans ce studio. Son nom, Amadou Kourouma. Il est PDG du groupe Amafo Guinée, acteur de la société civile. Monsieur Kourouma, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à vos millions d'auditeurs.
Merci de nous retrouver sur le média du développement, Kavi Média. Première question, vous avez d'abord participé au sommet Russie-Afrique. Dites-nous, en somme, qu'avez-vous retenu de ce sommet en tant qu'entrepreneur? Je vous remercie. Le 21 juin, nous sommes quittés à Conakry pour aller sur le sommet Russie-Afrique. Un sommet qui était très promoteur pour les entrepreneurs, il faut reconnaître. Vous savez, le monde, la géopolitique mondiale est en train de changer. Ouais. Et je crois que le temps est venu pour l'Afrique de tirer son épingle de jeu. Ouais. Hein? Ouais. Parce que il faut reconnaître aujourd'hui que la Russie, avec toutes les difficultés qu'elle est en train de traverser avec les Occidentaux, essaye de sortir ses ailes en Afrique. Mais cette fois-ci, venir avec une coopération gagnante. Et je pense que c'est très bon pour nous les entrepreneurs, puisque, comme j'aime le dire, nous n'étions pas là lors de la première révolution, la seconde révolution, mais la quatrième révolution, il faut que l'Afrique et ses entrepreneurs répondent présents. Évidemment. Et en étant très, très intelligents. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas le pont avec l'Occident, mais aussi on essaie de gagner quelque chose avec la Russie. C'était l'objectif du sommet et nous avons compris la détermination du président russe avec ses entrepreneurs où il leur a demandé, écoutez, il faut que vous partiez en Afrique. Il faut que vous vous investissez en Afrique. Il faut aussi que lui, en tant que président de la fédération de la Russie, essaye de construire des centres d'apprentissage de la langue russe dans tous les pays africains pour faciliter l'intégration des investisseurs russes en Afrique. Mais nous, on est parti un peu au-delà, malgré que la Guinée ne soit pas représentée de façon économique, politiquement nous étions, puisqu'il y avait le président du CNT, il y avait le ministre des Affaires étrangères avec sa délégation, mais nous n'avions pas de stand. Tous les pays africains en avaient, mais la Guinée malheureusement a répondu, puisque sur les 52 pays invités, il y a 48 qui ont répondu présent, et les 48, sauf la Guinée, n'avaient pas de stand pour présenter. Vous avez cherché à savoir le pourquoi? Oui, est-ce une erreur ou... Non, je pense que ce n'est pas une erreur, puisque ils nous ont fait comprendre qu'ils ont envoyé de courriers plusieurs fois pour savoir si la Guinée est intéressée à avoir un stand dans ce forum, mais ils n'ont pas eu de réponse. Puisque moi-même, je suis parti jusqu'à la Fondation Rose Congrès pour essayer de me renseigner qu'est-ce qui a fait que la Guinée vraiment ne soit pas... Puisqu'il faut reconnaître que la Guinée était très sollicitée, la Guinée était très demandée, il faut reconnaître. Maintenant, nous avons eu à leur dire, écoutez, vous êtes des Russes, vous ne connaissez pas l'Afrique et ses cultures. Ouais. Vous voulez venir investir en Afrique. Mais sauf que vous ne pouvez pas venir en un bâton au coup de magie comme ça pour dire je viens investir en Afrique. Vous avez besoin de connaître l'Afrique. Et à quoi de bon, qu'est-ce que de bon, de plus bon que ce forum qu'on organise en Russie, qu'on fait la même chose en Afrique. Ça vous permet non seulement de connaître l'Afrique et ses cultures, ses primo, et ça permet aussi à beaucoup d'entrepreneurs africains qui n'ont pas la chance de venir, mais qui ont des projets à participer, parce que là, ils ne payent pas de billets d'avion, ils ne payent pas d'hôtel, et voilà. Donc, ça favorise cette intégration. Donc, je crois qu'ils ont bien apprécié notre idée, et à date, nous sommes vraiment en train de travailler avec Rose Congrès. Pour preuve, les jeunes qui m'avaient accompagné, ils lui ont donné encore plus de séjours pour qu'il puisse rester et continuer à travailler cette fédération. C'est aujourd'hui même, il doit rentrer à Conakry. Demain, il va rentrer à Conakry. Comme pour vous dire que vraiment, on a beaucoup travaillé et on continue. Oui, Yaya, l'autre question. Oui, l'autre question, c'est parce qu'au retour, bien que vous l'aviez mentionné dans vos propos, au retour, je crois que ça devrait quand même, comme vous l'avez si bien dit, que ça soit, disons, un processus gagnant-gagnant. Qu'est-ce que les entrepreneurs guinéens avaient à présenter, disons, aux Russes? Parce que Alpha, à l'époque, quand il partait à l'étranger, ça se passait comme ça. Quelle est la politique qui a été mise en place pour pouvoir vous vendre, vous aussi, à l'étranger? Et vous savez, la Guinée, c'est que vous le voulez ou non, la Guinée est une destination à vendre. Parce que nous avons tellement de potentialités agricoles, touristiques, minières. Nous en avons tellement. Mais vous savez, entre
entre la rencontre d'un partenaire investisseur, potentiel investisseur, et son déplacement pour venir investir, ça prend tout un temps. C'est un processus. Et ce n'est pas parce qu'on est venu, on s'est rencontré dans un B2B qui n'a pas duré plus de 2 heures, 3 heures sur chaque stand, que quelqu'un va se lever pour dire bon, je viens investir. Ce n'est pas comme ça. En fait, vous venez, la première étape d'abord, c'est de créer des contacts. Le fait d'échanger les cartes de visite, ça c'est la première. Et quand vous rentrez, vous commencez à présenter. Moi, je suis venu avec une centaine de cartes de visite. Et dès que je suis aussitôt arrivé, j'ai instruit à mes assistants d'amener la présentation du groupe Amafo Guinée à tous ces mails. Donc, ceux qui répondent, vous commencez à discuter avec ceci. Ceux qui ne répondent pas, vous essayez et que vous voyez que leur secteur vous intéresse, vous essayez d'avoir un appel direct avec eux pour savoir, je vous ai laissé un mail, est-ce que c'est possible de répondre? Donc, ça commence comme ça et ça peut prendre des mois, mais je crois que si la persévérance s'y ajoute, vous pouvez gagner quelque chose. C'est comme ça que tous les B2B s'organisent dans le monde. Ok, face au chômage chronique qui caractérise les réalités ici même en Afrique, aujourd'hui, dites-nous, est-ce que l'entrepreneuriat est la destination privilégiée pour les jeunes Africains? En fait, ce n'est pas une condition, c'est une obligation. Le micro de Diallo est ouvert. Hein? Allez-y, allez-y. Ce n'est pas une condition, c'est une obligation. L'entrepreneuriat est une obligation. On ne peut vraiment, je vais vous donner l'histoire, on va remonter un peu. Après la guerre de sécession des États-Unis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils se sont assis, les administrateurs se sont assis, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'il faut pour que tous ces pays américains puissent devenir un seul État? On a dit qu'il faut investir sur les entrepreneurs. On a donné l'argent aux entrepreneurs pour investir dans tous les différents secteurs. Ça, c'est primo. Après la grande crise que le monde a connue en 2007-2008, malgré que la crise a été provoquée par les banques, mais le gouvernement américain a réfléchi. Ils ont dit, écoutez, le gouvernement Bush, il dit, écoutez, il faut donner de l'argent. Combien? On a sorti encore 700 milliards dans les caisses de l'État pour injecter dans les banques, pour financer encore les entrepreneurs. Ce qui veut dire que, en amont comme en aval, si nous voulons vraiment parler un jour de développement de notre pays, il faut qu'on incite les gens à aller vers l'entrepreneuriat. Malheureusement, le problème que nous avons, c'est qu'on mélange les places dans ce pays. Chacun se retrouve à la place de l'autre et tout le monde veut faire à la perfection. C'est que ce n'est pas possible. Un exemple, vous voulez prendre un médecin tout de suite qui est chirurgien, il fait de la chirurgie, il veut venir entreprendre. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir dans le bâtiment. Moi, tu me prends dans le bâtiment, tu m'amènes dans la chirurgie, on va causer des dégâts. Mais si chacun reste dans son domaine, nous pouvons tous aboutir à la même chose, ce qu'on appelle la réussite. Ouais. Donc, il faut apprendre les gens à se débrouiller, même où vous êtes là. Quand je sors tout de suite Abdallah, je lui dis, ok, tu quittes derrière les micros. C'est sa passion, c'est ce qu'il aime. Mais il ne sait pas qu'ici, à travers ses propres potentialités qu'il a, il peut réussir et tout le monde peut lui parler dans le monde autour de ça. Mais s'il laisse ça, il dit, bon, grand frère, conseille-moi, je vais devenir entrepreneur. Je vais lui conseiller sur quel secteur. Il a pratiquement 10 millions, 20 millions. Viens me conseiller. Je vais lui donner quel conseil? La seule chose que je peux lui donner, que je peux lui conseiller, dans le cadre de la communication pour qu'il puisse réussir. Donc, entreprendre dans votre domaine de prédilection. Exactement. Surtout si nous voulons que l'Afrique réussisse, il faut pousser les jeunes à entreprendre dans les domaines qu'ils maîtrisent mieux. Primo. Et il faut montrer aux jeunes que ce n'est pas parce que tel a le doctorat que signifie la réussite. Ce n'est pas parce que tel a la licence 2, la licence 3. Moi, je suis un maître de conférence aujourd'hui. Je fais des conférences dans toutes les préfectures. Et dans toutes mes conférences, aucun jeune n'a dit, mais M. Kourouma, on ne m'a jamais posé une question dans le cadre d'entraînement et que je n'ai pu répondre. Mais si je vous dis mon niveau à l'université, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Je n'ai que la licence. Mais je me suis auto-formé encore plus sur l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, tout ne s'apprend pas en classe. C'est la vie de tous les jours. C'est l'expérience de tous les jours. Ce qui te donne la latitude à faire quelque chose. Donc, il faut faire comprendre aux jeunes que, c'est-à-dire, la finalité n'est pas avoir des diplômes de doctorat, avoir des diplômes de master. La finalité, c'est la réussite. Et dans quoi vous pouvez réussir? Regardez notre pays aujourd'hui. C'est absurde de comprendre qu'un pays qui n'a pas plus de 10 banques,
mais qui forment chaque année plus de 10 000 banquiers. On va où avec ça? On va où avec ça? Un pays qui n'a pas d'écrivain en philosophie, mais chaque année, on a plus de 2 000, 3 000 personnes qu'on met dans le marché qui sont des philosophes. On va où avec ça? Un pays qui a une administration qui est composée de 100 000 individus. Mais non, on a plus de 2 000, 3 000, 4 000 sortants dans les universités guinéennes qu'on parle de, que tu les demandes à administration des affaires. Ça veut dire que aussi longtemps qu'on ne voit pas ce côté, qu'on n'essaie pas d'adapter notre éducation à notre mode de vie, aux besoins du marché. Aux besoins du marché, je crois qu'on va toujours traîner, mais nous serons toujours là à expliquer aux autorités, écoutez, on est trop parti, ça fait 64 ans, ça ne marche pas, essayons de changer, peut-être donner plus de force aux écoles professionnelles. Il faut mettre beaucoup de conditions. Il faut payer ceux qui partent aux écoles professionnelles plus que ceux qui sortent pour les universités. Créer des conditions que dès leur sortie, qu'ils puissent... Puisque regardez, je n'arrête pas, je l'ai dit 2 fois dans la semaine, de Conakry jusqu'à Yomou, c'est que des bidonvilles. Ça veut dire que nous n'avons, même sur le plan d'habitat, on n'a rien fait d'abord. C'est-à-dire que tout est à faire dans notre pays. Et nous sommes fiers de dire que les étrangers vont faire pour nous. Ils ne le feront pas. Tous ces grands... C'est pourquoi j'apprécie quelque part aujourd'hui toutes ces politiques minières qui sont en place, où on impose, on oblige les grandes compagnies minières de donner plus de 35% de la part... Et surtout le rapatriement des devises. Hein, et surtout ça. Donc il faut qu'on donne beaucoup plus de valeur aux entreprises locales, puisque c'est nous qui pouvons construire ces villes. Ces étrangers, ils vont amener de toutes les façons. Alors, dans une société où, disons, la pyramide est complètement renversée, c'est-à-dire que l'informel a pris le dessus sur le formel, comment, en tant qu'entrepreneur averti, faire en sorte que cette tendance soit complètement renversée pour beaucoup plus de création de la richesse dans notre pays? Je suis très très content de votre question. J'ai été confronté à 2 consultations dont ma conclusion a été la même et les mêmes effets continuent aujourd'hui. Je donne un exemple. Une fois, quand le professeur Alpha Condé était au pouvoir, j'ai eu à coacher des vendeurs de médicaments. Je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui vous êtes fiers parce que chacun d'entre vous a plus de 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de dollars. Parce que vous pouvez faire venir un conteneur et gagner 100 000 dollars de bénéfices. C'est possible. C'était possible avec tu fais 100 000 dollars, tu gagnes 100 000 dollars parce que les produits venaient un peu partout. Il n'y avait pas de contrôle. Moi, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, ce que vous êtes en train de faire, c'est purement de l'informel. Vous ne créez pas de la valeur ajoutée. Vous ne créez pas d'emploi. Puisque vous pouvez voir un commerçant qui a 6 magasins, il n'a que 6 personnes. Il n'a que 6 personnes. Mais son chiffre d'affaires dépasse les 10 millions de dollars. C'est absurde qu'on ait un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars et qu'on ne parvient pas à se formaliser dans ça. Et tu sais que l'activité que tu es en train de faire, tôt ou tard, un gouvernement viendra et va mettre fin. Ça, c'est clair. Ils ne m'ont pas compris. J'ai dit, écoutez, 1, 2, 3, 4, vous étiez plus de 110. L'État vous a réduit jusqu'à 50. 50, mais pourquoi vous ne faites pas un joint venture? Comme ça, vous vous associez. Vous partez prendre le plus grand partenaire, le plus grand fournisseur qui est parmi vous. Vous partez vers le fournisseur pour dire, nous voulons construire une usine de produits pharmaceutiques chez nous. Vous êtes des commerçants. Ce n'est pas interdit que les hommes d'affaires puissent amener, installer et laisser les pharmaciens gérer. Comme ça, vous êtes, même si vous dormez, l'argent rentre. J'aime le dire. Pourquoi, quand mes amis me disent, pourquoi Kourouma, tu travailles, tu n'as pas le temps, on t'appelle, tout le temps tu es occupé. Je dis, aussi longtemps qu'un entrepreneur n'est pas en train de dormir, l'argent rentre sur son compte, c'est que tu es en train de travailler pour les autres. À tout moment, ça peut s'arrêter. Il faut travailler à ce qu'en dormant, l'argent puisse rentrer sur ton compte. C'est ça que je conseille à ces gens. Mais ils étaient tellement rassurés que rien n'allait les arriver, qu'ils pouvaient passer par tous les moyens pour trafiquer les médicaments et faire rentrer. Ils se sont assis. Et quand le CNRD est venu, ils ont dit, bon, on interdit. Sur 40, on dit, bon, on ne donne qu'à 4. Même les 4 là aujourd'hui, encore s'ils sont intelligents, ils doivent s'associer pour envoyer une usine. Fédéré pour il faut qu'on quitte dans l'informel. L'informel ne développe pas un pays. Ça, c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est le problème des ferrailleurs. Ils ont fait plus de 10 ans, 15 ans en train de prendre les métaux ferreux ici, les métaux usés et les amener à l'extérieur. Mais ils avaient la chance de mettre une usine, de faire les fers à béton en place. Ils n'ont pas fait.
Des hindous sont venus, ils ont commencé la même chose avec ces hindous. Ça a commencé à crier. Exact. Non, d'abord, les hindous sont venus, ils ont commencé à acheter comme eux et envoyer à l'extérieur. Dès qu'ils ont eu un peu de fonds, ils sont venus vers la banque. Aucun entrepreneur ne travaille dans son fonds, tout le monde travaille avec les banques. Ils ont dit, voilà mon projet, et voilà ce que j'ai. Et les banques ont vu que le projet était pertinent, ils ont tout de suite mis de l'argent dedans. Ils ont construit leur usine. Qu'est-ce que l'État dit? On interdit l'exportation des ferrailles. Il faut maintenant vendre aux hindous pour qu'ils puissent alimenter leurs usines pour servir. Pour faire quoi? Pour servir la population. Oui. Vous avez vu? Et là, ça a crié. Parce que et là, jusqu'à présent, ça crie. Ça crie parce que les hindous maintenant deviennent les maîtres du jeu. Regarde, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont beaucoup de stock, parce que leur usine, il y a des transformations que leur usine ne peut pas faire ici. Donc quand ils ont beaucoup de stock, ils se réunissent, ils demandent au gouvernement que vous pouvez libérer 3 mois. Donc on libère 3 mois, tout le monde profite. Ce qu'ils ont comme stock, ils amènent. Après on referme le robinet. Mais ils sont en position de force. La faute à qui? La faute à ceux qui ont refusé de le faire. En fait, il faut avoir l'idée entrepreneuriale. Il faut avoir l'idée d'exercer dans le temps. Bien. Monsieur Kouma, si vous me permettez. Oui, allez-y. Parce que c'est ça aussi, entreprendre. Est-ce que, au-delà de tout, ce n'est pas un problème sociétal? C'est-à-dire que, bon, excusez-moi, ce n'est pas parce que les gens qui ont de l'argent, les entrepreneurs guinéens, que ce soit dans l'informel ou dans le formel, est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas une question de méchanceté qui fait que les gens ne pensent pas à créer de la recherche pour employer beaucoup plus de monde dans, disons, dans notre société qui devient de plus en plus pauvre? Est-ce que ce n'est pas une question de méchanceté? Le problème, je le disais dans un débat hier soir quand je rentrais à la maison, vu que bon, c'est pas heureusement que ce n'est pas seulement en Guinée, on me consulte, c'est un peu partout aujourd'hui dans la sous-région. Je disais dans un débat que le problème, le frein du développement entrepreneurial dans notre pays, c'est que les gens n'ont pas d'esprit de partage. Les gens pensent tout gagner tout seul. Aujourd'hui, je vais vous parler des plus grands riches au monde. Tu vas voir Bill Gates, tu vas voir Warren Buffett, tu vas voir Aliko Dangote. C'est des gens, quand tu leur dis où est la liquidité, ils ne peuvent pas te donner. Ils ne peuvent pas te sortir $1 milliard dans une banque pour te remettre, ce n'est pas possible. Ils ont des actifs. Et l'actif là, c'est quoi? C'est quand l'entreprise, tu permets aux autres de venir acheter quelque chose dedans. Et c'est que quand ils achètent, c'est que toi tu gagnes, ça devient, ça augmente ton bonus dans l'entreprise. Mais on est 4 sur la ligne, sur la table. Vous amenez un projet tout de suite, ce projet coûte 1 milliard de francs guinéens. Mais le projet est tellement bien expliqué que tout le monde pense que quand il investit dedans, il va gagner tout de suite. Ouais. Mais nous avons tous 1 milliard. Toi tu dis, si l'idée est basée sur le partage, chacun devrait mettre 250 millions pour faire les 1 milliard et aller sur le projet. Ouais. Mais le Guinéen, il ne fait pas ça. C'est le coup bas qui vont commencer. Abdel va appeler pour dire non, moi je prends le projet, laisse-moi, même si je dois te donner 100 millions après, je te donne ça. L'autre dira non, moi je te donne 200 millions. Jusqu'à ce que quelqu'un, une seule personne prend. Mais ce qu'on ne prévoit pas, on ne prévoit pas l'échec. Oui. On ne voit que de la réussite. Mais tous les projets sont 50% de réussite et 50% d'échec. Maintenant, comprenez-moi, si une seule personne prend ce projet et que ce projet échoue, de riche, il devient pauvre tout de suite. En une journée, il est devenu pauvre. Automatiquement. Mais si nous avons pris ça en 4, quand on enlève les 250 millions, le reste là, ça pourra nous permettre au moins de vivre, non? Oui, effectivement. Ça pourra nous permettre de reconstruire encore, de revenir à 1 milliard dans un bref délai. Oui. C'est ce qui nous fatigue. Un exemple. Pourquoi le football ne marche jamais dans notre pays? Tout ça, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi le football, ça n'a jamais marché? Pourquoi les championnats ne marchent pas? C'est absurde de penser qu'une seule personne peut faire bouger un club de football. Mais ce n'est pas possible. Ça ne se fait dans aucun pays au monde. C'est des industries, ça. Ce sont des industries qu'on doit ouvrir à tout le monde. Tout le monde doit, un club doit avoir minimum plus de 20 actionnaires. Et commençons ça dès aujourd'hui. Vous allez voir que demain, même la population ne va plus regarder Real Madrid. On va attirer la population vers, puisqu'on va tellement investir dedans que nous allons voir nos joueurs comme des véritables stars.
Oui, puisque vous parlez de difficultés, aujourd'hui, quelles sont les difficultés rencontrées par les entrepreneurs? Notamment, on parle de l'acquisition de prêts, l'obtention de prêts au niveau des banques primaires, ici même en République de Guinée, ou des banques secondaires, parce que là aussi, c'est un autre facteur de blocage dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a deux problèmes. Le premier problème, il faut que les gens comprennent que les banques aussi, c'est des commerçants. Elles sont des commerçantes comme un entrepreneur. Chacun court vers le profit. Pour qu'une banque mette son argent dans un projet, mais il doit étudier le projet. Il doit voir quelle est la rentabilité. Est-ce que, puisque ce que les gens oublient, les banques en elles-mêmes n'ont pas d'argent. Les banques vivent de l'argent déposé par les autres. C'est ça, toi, on te prend pour te remettre. Et vous pensez qu'une banque va prendre l'argent de quelqu'un qu'on lui a confié pour te donner s'il n'est pas sûr de ton projet? S'il ne sait pas qu'il y aura de la rentabilité, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas tout le temps dire que non, la faute est aux banques. Non. C'est pourquoi l'État, pour pallier à ça, a mis des fonds en place. Mais sauf que, malheureusement, ces fonds ne parviennent pas à bouger. Dès que ces fonds vont bouger, pratiquement, les entrepreneurs vont voir le chemin. Par exemple, quand tu prends le fonds de garantie de prêt aux entreprises, c'est un fonds qui est meilleur dans la sous-région. Ça accompagne les entrepreneurs. Exemple, j'ai un projet aujourd'hui à Madina, j'ai 2000 mètres carrés que je prévois faire un centre commercial moderne. Mes ingénieurs ont travaillé, le coût du projet est de 36 milliards de francs guinéens. Mais il s'avère que le projet il est pertinent, la rentabilité elle est là, c'est très bien, mais je n'ai pas le fonds nécessaire. Sur les 36 milliards, moi je peux avoir la garantie pour la moitié. C'est-à-dire mes titres fonciers, tout, peuvent me donner juste la moitié de 36 milliards. Ok? Alors qu'est-ce que je fais? Ma banque peut transférer ce dossier-là au fonds de garantie de prêt aux entreprises. Nous avons un client ici, il a un projet, le projet est bien. Un projet de 36 milliards, mais la garantie qu'il a peut faire juste 17 milliards. Est-ce que vous pouvez couvrir le reste des 17 milliards pour qu'on lui donne l'argent? Le fonds de garantie de prêt aux entreprises, d'accord, je prends les 50%. Alors, tout de suite, les 36 milliards sont mobilisés par la banque et remis à l'entrepreneur pour investir dans le projet. Le risque des 50% en cas de perte, c'est l'État qui endosse à travers le fonds de garantie. Imaginez que ces genres de fonds fonctionnent très bien dans un pays. Vous ne pensez pas que les entreprises peuvent choisir? Oui, peuvent prospérer. Moi, à date, j'ai quel moyen? Ça, ce que je vous dis, c'est concret. J'ai fini le travail, le projet, il est là caché. Le domaine, il est là, tout est là. Mais à date où je vais enlever 36 milliards maintenant là pour aller investir dans ce projet, je n'en ai pas. Mais si on me disait... Même si vous en avez, vous ne prenez pas le risque de vider tout. Tu peux même pas. Maintenant, si on me dit maintenant, ok, il n'y a pas de souci, prenez au moins la moitié. L'État prend la moitié. Et c'est un projet visible, c'est rentable, puisqu'il faut finir tout de suite. Même quand je commence, les commandes des boutiques même peuvent me donner plus de pleuvoir de partout. Voilà, plus me donner. Parce que dès que ça commence, les gens vont commencer les réservations. Évidemment. Et si les gens réservent, ils vont me déposer un fonds automatiquement. Et ce fonds-là même, je peux gagner jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6 milliards dans ça. Ça m'aide encore à quelque part à même commencer à éponger les créances de la banque sans finir même le travail. Donc tout ça, ce sont des fonds qu'il faut mettre en valeur. Il faut mettre de l'argent et il faut y veiller pour que les entreprises guinéennes puissent vraiment avoir des fonds pour travailler. Donc ces fonds, vous voulez dire que ces fonds ne sont pas, ces fonds n'est pas opérationnel? Ah oui, si, le fonds est opérationnel à partir d'il y a 2 semaines, le Premier ministre a lancé les activités effectives du fonds. Mais ce qu'il y a maintenant, il faut que l'État maintenant met les moyens à la disposition du fonds pour qu'il puisse accompagner nous les entrepreneurs. Comme j'aime le dire, si nous voulons que ce pays un jour, nous disons, Alhamdoulilah, on est arrivé où on devrait partir, c'est qu'il faut vraiment qu'on quitte, primo, de l'informel, qu'on forme les gens pour qu'ils puissent quitter de l'informel pour aller vers la formalisation. Et il faut que l'État ait une main de fer. Une autre précision, oui. C'est ce manque de confiance, puisque un entrepreneur aussi, c'est celui-là qui inspire confiance. Il s'avère qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ce qui explique un peu cette difficulté pour eux d'accéder au niveau de ce banque, c'est parce qu'ils n'inspirent pas confiance. Comment vous, en tant qu'entrepreneur, vous voyez ces facteurs-là, ces facteurs de blocage? En fait, généralement, je vais vous dire quelque chose. À l'origine, personne ne crée une entreprise pour faillir après ou pour ne pas respecter ses engagements. Si vous voyez que quelqu'un a mis une entreprise en place, c'est que quelque part,
il a cru à un projet. Ce projet peut ne pas marcher. Ce projet peut ne pas marcher. Hein. Ça, il faut dire toujours aux gens que ce n'est pas gagné d'avance de rentrer dans l'entrepreneuriat. C'est le stress de tous les jours. Mais on peut aussi être bloqué aussi au non-paiement de l'État. On peut avoir des commandes de l'État. Ce qui te permet aussi de ne pas respecter tes engagements. Même moi, je suis dans un de ces cas, dans des marchés où la banque m'a donné l'argent, mais aujourd'hui, j'ai toutes les pressions du monde. Je n'ai pas l'argent et la banque m'appelle tous les jours. C'est des choses que nous vivons au quotidien. Mais moi, je pense que entreprendre d'abord, c'est de la confiance en soi. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas lancer. Vous allez dire, écoutez, moi, je vais chercher, je vais attendre dès que l'État va organiser un concours. Comme je suis sûr que je peux gagner là-bas. Mais si vous prenez le temps, vous décidez d'entreprendre, c'est que vous avez confiance. Allez gâcher ça maintenant. C'est vous qui avez le choix. Oui. Oui, Akila, ta question. Voilà, moi je voudrais juste te poser une question parce que souvent elle me taraude à l'esprit. Quand vous écoutez certains entrepreneurs, ils disent qu'ils ont su bâtir leur empire juste avec 5 millions de francs guinéens sans l'aide ou le financement des partenaires. Est-ce que cela est possible? 5 millions même c'est trop, des fois c'est 1 million, ça peut marcher. Je vais vous donner un exemple. Oui, je vais vous donner un exemple terre à terre. L'entrepreneuriat, c'est pas aussi comme ce qu'on vous fait croire. En fait, l'entrepreneuriat, il faut rêver très grand. Il faut commencer très petit. Pour être entrepreneur. Si vous rêvez très grand, ça peut marcher, mais vous commencez petit. Et regardez, imaginez les 90% qui ont commencé l'entrepreneuriat, peut-être on leur a pris l'argent en milliards pour les donner. À un moment donné, ils ont tous échoué. Puisque l'entrepreneuriat, c'est la construction de la richesse. Mais quand toi, on commence par te donner cette richesse-là pour faire de l'entrepreneuriat, vous allez penser que tout est facile, qu'il n'y a pas de difficulté. Et ça va te conduire à l'extrême. D'accord? Je vais réfléchir, mon ami. Je donne un exemple. Donne-moi le nom du fruit. Quelque chose. Donne-moi quelque chose. Que ce soit du gombo, de l'igname. Donne-moi quelque chose. Peut-être l'orange ou l'ananas. L'ananas. Alors, on va sur la base de l'ananas. Quelle est la ville la plus grande productrice de l'ananas? C'est Kindia. On parle de Kindia. C'est Kindia. Donc, moi, j'ai mes 5 millions. Je ne connais pas ce que je dois faire, mais au moins, j'ai un projet de commercialisation d'ananas. Alors, ça veut dire que il y a un projet d'entrepreneuriat qui est en train de me tiquer quelque part. Alors, j'attends d'abord la première saison, la bonne saison, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors, je descends dans le marché de Kindia avec mes 5 millions. Mais je me rassure d'abord, je connais le transport aller-retour de Conakry. Et arrivé à Kindia, je m'arrange à trouver les meilleurs ananas du monde. Les meilleurs. Les meilleurs ananas de la ville, du marché de Kindia de toutes les façons. Les meilleurs. Alors je viens, j'achète, valeur de 4 500 000. Les 500 000, ce sont le transport et le manger, tout. Je viens à Conakry. J'ai des publics cibles. Les restaurants, les hôtels, les grands lieux de consommation. Les supérettes. Ouais. J'essaie d'abord de tisser une clientèle, des relations avec ceci. Mais ça peut ne pas marcher, je peux aller aussi au marché. Mais quel qu'en soit le résultat, c'est que je vais avoir un profit après la vente. Ça, c'est clair et net, que j'aurai minimum entre 1 million à 2 millions. Mais quand vous avez 1 million à 2 millions, vous avez le choix. Vous pouvez dire, ok, moi je mange tout de suite les 1 million. Là. Ça veut dire que tu n'es pas entrepreneur. Ou tu ajoutes encore, tu as commencé à 5, maintenant tu es à 7. Tu fais le même circuit. Mais tu vas faire le même circuit toute cette saison. Mais à un moment donné, il y aura la rupture. Mais sauf que, il y aura la rupture, mais ça ne va jamais manquer. Donc tu trouveras quelque part quand même où on produit. Même si ce n'est pas grand. Même la promotion n'est pas grande. Mais vous, déjà, vous avez fait une clientèle. Vous avez une obligation de servir la clientèle. Donc partout où vous trouvez, même si vous n'avez plus en Guinée, partez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver. Il faut amener, parce que aussi longtemps que la distance elle est longue, ça aussi ça joue sur votre profit. Oui. Parce qu'on sait que ce n'est pas en Guinée. Donc quand vous amenez, vous devenez le maître du marché, non? Oui. Donc il faut aller plus loin que possible. Ne changez pas. N'amenez pas banane. Je n'ai pas dit d'amener igname. Je n'ai pas dit d'amener. Il faut chercher ananas où tu trouves. Parce qu'il y a des clients qui t'attendent, qui doivent être livrés de l'ananas. Donc faites la même chose. Durant 1 an, vous allez voir le profit que vous avez. Vous allez commencer avec combien?
C'est avec 5 millions. Mais si vous faites la même chose, avec les mêmes déterminations, vous allez vous retrouver avec 60 à 100 millions. Après, je n'ai pas fini l'explication. Oui, allez-y. D'accord? Vous laissez la même chose, mais tout ce que vous savez, vous êtes en train de faire, vous êtes dans l'informel d'abord. Mais vous commencez à penser, au lieu tout le temps d'acheter, j'ai besoin d'un bout de terrain, même un demi-hectare, pour faire... Aménager et faire de l'ananas. De l'ananas. Donc, vous êtes en train de quitter dans l'informel pour aller au formel. Ouais. Donc, vous commencez à produire, c'est-à-dire vous vendez, mais vous produisez. Et la dernière étape, vous allez tellement produire que vous allez penser maintenant à transformer. Donc, vous avez commencé avec 5 millions. Et voilà maintenant, le cas typique, c'est Sonoko qui a commencé avec la livraison de pain, mais qui a fini aujourd'hui avec une usine de pain. De farine. Oui. De farine, ouais. Alors, parlant de ces jeunes entrepreneurs qui viennent aussi de rentrer dans cette optique, aujourd'hui, ils ont un problème parce que souvent, ils disent que c'est l'État qui n'accompagne pas, qui ne finance pas. Et souvent, quand vous lisez leurs documents, les papiers qu'ils ont pour l'entrepreneuriat, vous rencontrez un peu de difficultés. Est-ce la faute à l'État ou est-ce le projet de ces jeunes, et les projets de ces jeunes qui sont en cours ne sont aussi pas valides? Je vais vous dire quelque chose. La terre ne trompe jamais un cultivateur courageux. Le problème est que la jeunesse guinéenne, on a l'impression d'abandonner très vite. C'est tout ce qu'il y a comme problème chez nous. Nous avons l'impression d'abandonner très très vite. Je vais vous donner un exemple. Peut-être à l'émission, j'ai arrêté de donner mes numéros dans les émissions. C'est-à-dire après l'émission, tout de suite là, il y a des jeunes qui vont t'appeler. Dès que tu donnes ton numéro, ils vont commencer à t'appeler. D'autres même vont t'appeler à 1h du matin. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que dès qu'ils viennent, tu te dis je finance les projets des jeunes. Dès qu'ils viennent te voir, c'est l'argent que tu vas sortir directement les remettre. Dès que tu les reçois et que ceux qui sont venus chercher, ils n'ont pas trouvé ça, c'est fini. Ils ne reviennent plus maintenant à la tâche pour voir même si le projet il est pertinent. Le projet est pertinent, mais celui qui suit le projet n'est pas persévérant. C'est ce qui fatigue les jeunes. Donc plusieurs jeunes, ils commencent tout de suite. Nous, on a commencé, on n'avait rien. On est rentré à Conakry. On n'avait même pas de parents. On n'avait même pas de parents. Mais on a cru à quelque chose. Et on a dit, ça peut marcher. Si ça marche c'est tel, c'est que ça peut marcher chez nous. C'est le grand problème que nous avons. C'est que les jeunes ne sont pas constants dans ce qu'ils font. Et ils ne croient même pas à leur potentialité, c'est tout. Monsieur Amadou Kourouma, il est président de Amafo, le président directeur général du groupe Amafo Guinée, également acteur de la société civile, entrepreneur. Oui, il est notre invité de ce matin. Diallo, l'autre question. Effectivement, nous avons réussi pas plus tard la semaine passée disons un coach d'excellence, en l'occurrence Mori Kaba, qui nous parlait de ces problèmes de coaching et de formation. Votre cas est illustratif. Vous l'avez dit que parallèlement, vous avez suivi beaucoup de formations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce manque de formation aussi est un des facteurs de blocage pour beaucoup d'entrepreneurs? Ah oui, beaucoup. C'est pourquoi moi, maintenant, au lieu de donner de l'argent, moi, j'avais commencé à donner de l'argent aux jeunes. Mais j'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai sorti plus d'1,3 milliard, mais j'ai compris que ça ne marche pas. Donner de l'argent, c'est bien. Mais si la personne est bien formée, peut-être même il peut ne pas avoir besoin de ton argent. Et l'exemple qu'on a fait à Cancan, on a vu que l'exemple a réussi. Mais ça a permis à beaucoup de jeunes de se lancer. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes viennent me consulter en privé et je leur donne un sens à leur projet. Et quand c'est-à-dire, des fois, ils ont juste besoin de 5 minutes d'explication pour comprendre réellement qu'est-ce qui les bloque. Il y a aujourd'hui un grand patron qui est à la tête d'un très grand service qui m'a dit un jour, j'ai fini une formation, on s'est rencontrés, on était tous invités dans une radio. Quand j'ai expliqué l'entrepreneur, il m'a dit, je ne connais pas ce monsieur. Mais vous savez que ça fait 10 ans que je fais les mêmes erreurs. Je fais les mêmes erreurs et je ne me retrouve pas. Mais à travers son explication de 20 minutes, j'ai compris que je dois réorienter maintenant mes choix et comment je dois faire maintenant dorénavant. Et après une année, il m'a dit merci parce que depuis que j'ai suivi ton conseil, voilà le rendement aujourd'hui. Et pourtant, ça fait 10 ans que je n'avais pas de rendement. Donc, c'est le problème. Il faut que les jeunes acceptent d'être coachés. Mais le problème aussi du coaching, c'est que quand tu n'es pas prêt à accepter les foutaises, les humiliations de ton coach,
c'est que tu ne peux pas être un coach un jour. Moi, j'ai reçu des coachs. Vous savez que mon coach, je pouvais lui voir, il donne banalement comme ça. Il donne banalement comme ça $100 000 à quelqu'un. Mais vous savez, moi, il me donnait combien à chaque fois qu'on se sépare? C'était $100. Il n'a jamais pris 10 millions un jour pour me donner. Mais il m'a formé. Je l'ai imité du début à la fin. Et j'étais heureux quand on me dit que mon coach est arrivé à Conakry. J'étais très heureux parce que je me dis, au moins j'ai une semaine d'occupé. Parce qu'il était avec le président Alpha Condé. Donc j'ai dit, j'ai une semaine d'occupé. J'ai une semaine de leçons à apprendre encore. Aujourd'hui, ça fait près de 3 ans que je n'ai pas parlé avec mon coach. Mais il me suit à distance. Et il est fier du produit qu'il a fabriqué. Et il faut rappeler que vous l'avez quitté avec 0 francs. 0 francs. 0 francs, hein, il faut le rappeler, c'est important. 0 francs sans aide. Bon, Akila. Voilà, parlons de... Parce que moi, je vais prendre un exemple sur le jeune Moutanga Keïta au temps d'Alpha Condé coronavirus qui avait créé des machines de tests, mais finalement, l'État guinéen n'a pas accepté de collaborer avec lui. Il est allé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a trouvé que ces machines étaient bonnes et propices pour des tests de corona. Est-ce que d'un côté, ces entrepreneurs aussi qui font cela, est-ce qu'ils ne rencontrent pas des difficultés au sein même de ces gouvernements? Parce que quand vous prenez un exemple, un entrepreneur vient avec ses projets, mais il y a aussi des gens tapis dans l'ombre dans le gouvernement, surtout à la présidence, qui disent si tu mets mon quota, je fais passer directement ton projet. Est-ce d'un côté la faute ne revient pas aussi aux autorités? Non, en fait, c'est ce qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. Il n'est pas dit forcément que la preuve que tu dois faire là, que c'est forcément chez toi que tu dois faire. Si tu es incompris chez toi et que tu peux trouver des débouchés ailleurs, mais il faut aller ailleurs. C'est ce qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. L'homme le plus riche du Gabon, c'est un Malien. C'est un Malien. Ok? Donc, ce n'est pas forcément dire que quand vous amenez chez vous, parce que vous allez toujours être confronté à ces difficultés. Oui. Surtout, nous sommes, nos pays africains, tellement que il y a la solidarité ou la fraternité, qu'est-ce qu'on veut dire, je ne sais pas le terme, mais c'est que on n'accorde jamais d'importance au national. C'est quand tu es étranger qu'on accorde assez d'importance à ce que tu dis. On pense que tout ce que le national dit est faux. C'est le problème. Donc, si tu trouves que tu peux vraiment montrer ta capacité ailleurs, c'est ton pays qui va finir par t'appeler pour dire, mais écoutez, ce que tu as fait aux autres, il faut venir faire la même chose chez nous. Mais si tu attendais que tu sois compris au départ, tu n'allais pas t'épanouir, tu n'allais pas exécuter ton projet. Donc, il ne faut pas qu'on... C'est ça qu'on appelle s'enfermer dans sa zone de confort. Il faut sortir dans votre zone de confort. Si vous pensez que ça ne peut pas marcher à Matoto, il faut aller à Ratoma. Si ça ne peut pas marcher à Ratoma, il faut voir à Dakar. Ça peut marcher. Mais ce n'est pas dit forcément que si le jeune Moutanga avait abandonné, s'il avait laissé, est-ce que la Côte d'Ivoire allait l'appeler? Est-ce qu'il allait partir en Côte d'Ivoire? Et s'il avait laissé ça pour prendre un autre projet, le projet n'allait pas marcher. Parce que ce qu'il connaît, ce qui lui passionne, il a laissé ça pour opter quelque chose qui ne lui passionne pas. Vous allez voir des gens qui gagnent beaucoup d'argent mais ils ne sont pas épanouis. Il y en a assez. Ils gagnent beaucoup d'argent mais ce qu'ils font, ils ne sont pas épanouis. Moi, chaque fois quand je fais un geste, quand on me dit que Dieu fasse que tu sois ministre, je dis non. Il ne faut pas prier pour ça. Il faut prier que Dieu fasse que Amafo grandisse tous les jours. Parce que être ministre, je ne vois pas mon épanouissement dans ça. Moi, en l'air, je ne m'attends pas à être ministre. Je ne veux même pas, je ne souhaite pas. Parce que ce n'est vraiment pas mon épanouissement. Je ne peux pas être épanoui. Je peux gagner certes les privilèges, les cylindres derrière moi, les garde-corps. Mais je ne serai pas épanoui. Et qu'est-ce qui est plus bon que d'être épanoui dans une vie? Il n'y en a pas. Ouais. La plus belle chose, c'est d'être épanoui dans une vie. Mais si on n'est pas épanoui dans ce que nous faisons, on devient comment? Oui, c'est ça le point. Il faut qu'on comprenne. Nous savons faire nos choix. Si vous ne faites pas le choix, vous devenez des accompagnateurs des autres. Je peux quitter dans cette émission tout de suite. Je dis que je prends mon CV, je vais tout faire pour rentrer voir le colonel Marie Doumbouya pour qu'il me donne un poste. Il va me donner le poste. J'ai gagné les privilèges, j'ai gagné de l'argent. Mais est-ce que c'est ce qui me motive autant? Est-ce que c'est votre objectif? C'est mon objectif? Non, c'est pas ça. Donc il faut qu'on conduise les jeunes à aller vers leur épanouissement, ce qui les
fait vraiment du bien, il faut qu'ils se tournent vers ça. Oui, peut-être avant de finir avec cette émission, cette longue interview, il faut le dire, c'est quel est votre conseil à l'endroit de ces jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui qui craignent cette perte. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pour entreprendre, il faut prévoir aussi l'échec. En fait, on ne peut pas savoir c'est quoi la beauté de quelque chose si vous n'avez pas essayé cette chose. Ça va être, on va parler demain, on va parler après-demain, nous allons former, on va passer partout pour former les gens. Mais tant que les gens ne comprennent pas en elles-mêmes qu'il faut essayer, qu'il faut échouer et rééchouer et échouer avant de se réinventer, on ne peut pas, on n'ira nulle part. Il y a un colonel Mamadi Doumbouya qui est quitté en France, qui dit, attends, je vais dans mon pays, je vais servir mon pays. J'ai envie de servir mon pays. Il vient, pas de connaissance ni rien, mais ce qu'il avait, le projet qu'il avait, il a cru à son projet. Et aujourd'hui, il est la première personnalité de ce pays. Ouais. Comme pour dire à la jeunesse, rien n'est perdu d'avance. Si vous croyez vraiment en vous, en votre potentialité, en votre capacité de créer et de changer quelque chose dans la vie de tous les jours de votre communauté, allez-y, il faut foncer. Vous allez réussir. Donc c'est déjà compris, Monsieur Amadou Kourouma, il est président, directeur général du groupe Amafo Guinée, il est acteur de la société civile, grand entrepreneur. Ancien acteur de la société civile. Non, il est acteur de la société civile. Non, ancien. Même attention, là il y a un problème. Même les journalistes sont acteurs de la société civile. Un citoyen lambda est acteur de la société civile. Alors je ne dirige plus le mouvement de la société civile. Là on est d'accord. En tout cas, merci d'être passé dans cette émission, Monsieur Kourouma, et d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Donc on va aller avec les réactions des différents internautes sur notre page Facebook. Jules Débat qui nous dit bonjour à toute l'équipe, bonjour à Akila le Brillant. Je salue la décision de Gianni Alpha de suspendre sa participation au FNDC parce que dernièrement, on voit des gens profiter de ces sorties pour s'attaquer à toute une communauté. Charge décision. Mamadou Gouldé depuis le Sénégal. Abdoulaye Djibri Diallo. Bonjour mon cher Abdallah. Bonjour à vos collègues journalistes, particulièrement à Akila. Je suis fier de vous. Et je salue votre invité, Abdoulaye Djibri Diallo, depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Saint-Pedro. Merci Djibri Diallo qui nous écoute et qui nous regarde depuis la Côte d'Ivoire. Kadia Tousso qui dit excellent. Merci Adam, Kadia Tousso. Donc merci à Akila Ali Badara. Merci. L'ambassadeur de l'Axe. Merci Abdallah. Il faut rappeler au colonel que le pays se vide. Allez, la jeunesse, elle est désemparée, elle cherche sa tête. J'espère que tu n'es pas dans ce lot. Hein, il faut le dire. Pas du tout. Yaya Diallo, hein, l'enquêteur en chef, merci. Merci patron. Si on peut dire esprit républicain. Esprit républicain, bah oui. En mode bara, je ne sais pas. Lundi, nous, on n'a pas de temps. Hein. Lundi, on reviendra sur les différentes décisions, en tout cas, ou les différents thèmes abordés lors du Conseil des ministres tenu hier jeudi même à Conakry. C'était à 16h. Donc, malheureusement, nous n'avons toujours pas les conclusions ou, en tout cas, les sujets débattus. Nous, c'est le week-end qui démarre pour nous. On se reprend lundi pour un autre numéro de cette émission, Le Scanner. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média. Merci également à l'équipe du jour, conduite par notre directeur technique Omar Diallo, à la production Alpha Silla, réalisation Alpha Silla pour ce jour spécifiquement, à la régie Assanso, Robert Kourouma, Salif Bangoura et notre dame Melika Sita Otaïk qui était derrière la console numérique. À la radio, nous ont accompagnés avec la même magique de Mamadou Diallo, Mohamed Diatara et Kandé Sankon. On se dit au revoir dans l'espoir de se retrouver lundi.